Bonjour, bienvenue sur ce live Instagram. C'est la première fois que nous faisons ce type d'exercice, ce live. Donc il faut un peu nous excuser si nous ne sommes pas très doués avec les contraintes techniques. Je suis... je vous demande 30 secondes parce qu'on nous demande de connecter. Voilà. Je suis. Les Cigognes de l'Espoir est donc une association d'aide aux personnes. Bonjour Vladimiro qui vient Bonjour de Philippe. nous rejoindre. Donc, nous sommes une association d'aide aux personnes infertiles qui existe depuis 9 ans. Nous sommes donc de taille nationale avec plusieurs milliers d'adhérents et nous avons déjà fait naître, ou aidé à faire naître plutôt, plus de 5000 bébés et souvent pour des personnes qui n'arrivaient pas du tout à avoir d'enfants. On peut retrouver bien sûr toutes nos activités sur notre site internet. Je vais le résumer parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc www.lescigognesdelespoir.com. Et parmi ces activités, nous aidons beaucoup les personnes qui veulent recourir au don d'ovocytes. Alors, on sait que le don d'ovocytes, ce n'est pas facile. C'est un vrai parcours du combattant. Il y a les contraintes légales en France, le manque de donneuses, les délais d'attente. Et pourtant, nous sommes de très fervents partisans de cette solution. D'abord, parce que nous y avons eu recours et que notre fille Charlotte est née par traitement, mais aussi parce que c'est souvent la seule solution et la solution qui donne les résultats et qui donne les taux de succès les plus importants, jusqu'à 70%. Et bien, quand tous les autres traitements ont échoué, c'est souvent la solution qui marche. C'est aussi la bonne solution pour les personnes au-delà, j'allais dire, d'un certain âge. Donc aujourd'hui, nous aurons une discussion informelle avec le docteur Vladimiro Silva qui nous a rejoint. Le docteur Vladimiro Silva est le directeur de la clinique francophone Ferticentro, qui est au Portugal, qui est spécialisé dans les traitements de PMA pour les personnes francophones, comme son nom l'indique, et bien sûr réalise un très grand nombre de dons d'ovocytes. Ce que je propose, c'est qu'à la fin, vous puissiez poser les questions, on va discuter, vous pouvez poser les questions, et bien sûr, nous y répondrons à la fin. Il faut que ça reste quand même informel. Tout d'abord, docteur, quelle est la situation vis-à-vis du Covid-19 au Portugal? Bon, bonjour Philippe, bonjour à tout le monde qui s'est connecté avec nous. Tout d'abord, seulement pour vous dire que pour nous c'est aussi un plaisir. C'est la première fois qu'on fait ce type de conférence en direct en français, donc je suis un peu dans la même situation que vous. Il manque quelques expériences avec ce type de moyens de communication. Mais bon, pour parler de la situation du Covid-19. Au Portugal, les choses sont complètement différentes de ce qui se passe en France. Nous sommes aussi confinés, mais le confinement va être enlevé le 4 mai. Nous n'avons pas encore tous les détails de comment ça va se passer. Ça sera annoncé, je pense qu'aujourd'hui, pour notre Premier ministre. Mais il y a déjà des choses que nous savons, surtout par rapport à la PMA. Tout d'abord, ici au Portugal, les cliniques de PMA n'ont pas tous fermé. Nous avions une recommandation de prudence de la part des autorités, mais pas une obligation de fermer. Donc, nous avons resté notre activité avec seulement des traitements plus urgents, avec des choses qu'on pourrait faire parce qu'on avait déjà beaucoup de donneuses en stimulation quand tout ça est arrivé et beaucoup de monde, surtout les patientes internationales, notamment les Français, ont été empêchés de voyager pour faire ces traitements. Nous avons terminé les traitements que nous avions. Nous avons resté avec les traitements plus urgents, des femmes plus âgées, des personnes que par des raisons spécifiques, devraient absolument faire le traitement dans la période du confinement.
Et maintenant, le lundi, les autorités portugaises ont dit officiellement que maintenant, c'est le moment d'ouvrir la PMA à nouveau, de reprendre l'activité de PMA. Donc, les cliniques sont ouvertes à nouveau. Nous n'avons pas fermé, mais nous avons petit à petit repris notre activité normale. Et surtout, dans cette période de confinement, nous étions toujours en contact avec les patientes pour organiser chaque dossier médical individuellement. Maintenant, je pense que c'est un moment très important même pour les Français parce que actuellement, nous étions un peu déçus par le communiqué de votre Premier ministre parce qu'on avait l'espoir de qu'à partir du 11 mai, les voyages internationaux seraient à nouveau possibles, au moins progressivement possible. Et pour le moment, on n'a pas ça n'a pas été ouvert pour le moment, mais il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut avancer. Docteur, juste une question. Vous voulez dire que les frontières portugaises ne sont pas fermées actuellement? C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait voyager peut rentrer au Portugal à la différence de la France? Exactement, tout à fait. En fait, nous avons des vols tous les jours depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, depuis l'Angleterre, l'Irlande, bon, je sais pas par cœur, l'Hollande, les Pays-Bas, pardon. Il y a donc beaucoup de vols pour les couples qui habitent auprès des frontières. Ça pourra être possible de se déplacer, par exemple, à Genève. Je sais pas. Éventuellement se rendre en Suisse, à Genève, effectivement, pour les gens qui habiteraient à moins de 100 km de l'aéroport de Genève. Je ne sais pas ce qu'il en est de Bruxelles, mais celui de Genève est ouvert. Oui, oui. Bruxelles, nous n'avons pas de vol depuis Bruxelles. Je pense que la situation en Belgique est aussi un peu compliquée à ce moment. Mais bon, au Portugal, l'infection du coronavirus n'a pas affecté un nombre aussi significatif de personnes que par exemple en Espagne ou en Italie. C'est notre situation. Ou en France, exactement. Notre situation est complètement différente. Le pic de l'infection s'est passé théoriquement entre le 23 et le 26 mars, selon les autorités. Donc, nous sommes déjà un mois au-delà du niveau du risque maximum d'infection. Donc, ça, c'est rassurant. Qui veut dire que votre clinique, pardon, excusez-moi, c'est l'image et le son parfois décalé. Ce qui veut dire que votre clinique est donc ouverte actuellement aux patients étrangers s'ils peuvent venir vous voir. Exactement. Nous avons même des patients français qui sont venus en voiture au Portugal, ce qui a été un peu surprenant. Avec une attestation de notre clinique, ils ont réussi à traverser soit la frontière entre la France et l'Espagne, soit la frontière entre l'Espagne et le Portugal. C'est curieux, mais on ne va pas encourager les gens à faire des choses peut-être pas tout à fait légales, sauf peut-être s'ils ont la double nationalité française et portugaise. C'est ça. Je pense que dans le cas des personnes qui sont venues en voiture, on a des couples mixtes dans lesquels une des personnes est française, l'autre est portugaise et française. Je pense que dans aucun des cas, les personnes étaient les deux étrangères. Mais nous avons des cas de personnes qui sont venues en voiture depuis la France et la Suisse aussi. Alors, c'est bien de l'avoir ouvert la clinique, donc d'être ouvert aux étrangers, mais alors parce que c'est une question qui va revenir, quelles sont les mesures que vous avez prises dans la clinique pour la sécurité des patients vis-à-vis du Covid-19? Ça, c'est très, très important, vous le savez. Bon, exactement. Bon, tout d'abord, il faut expliquer que le Covid-19, bien sûr, est une maladie
sérieuses, mais selon et surtout, elle est une maladie récente. Et donc, on ne sait pas tout sur cette maladie. Ça a commencé au mois de janvier, en gros. Et donc, 4 mois sont passés. Dans la médecine, 4 mois, c'est rien. De toute façon, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette maladie n'est pas, apparemment, le virus, le COVID, pour pouvoir entrer dans une cellule, il a besoin d'un récepteur qui s'appelle le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et ça existe. Il y a une forte expression de cet récepteur au niveau pulmonaire, mais pas au niveau des spermatozoïdes, des ovocytes et des embryons. C'est-à-dire, c'est par cette raison que, en principe, le traitement, le risque de qu'un embryon soit affecté par le COVID, même si sa mère ou son père sont affectés, est presque nul. Par ailleurs, donc jusqu'à ce moment, selon ce qui a été démontré au laboratoire. Par ailleurs, au contraire de ce qui se passe par exemple avec la grippe traditionnelle, les femmes enceintes ne semblent pas être plus susceptibles à l'infection COVID-19 que le reste de la population. C'est-à-dire, jusqu'à ce moment, toutes les études, il n'y a pas beaucoup d'études, ok, mais toutes les études qui ont été faites semblent indiquer que cette maladie n'est pas un risque pour la grossesse. C'est-à-dire, bien sûr, toute maladie pendant la grossesse aura un certain degré de risque, mais c'est pas comme par exemple l'infection par le virus Zika qui était très associé à des malformations et donc le COVID-19, il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont eu l'infection et qui n'ont pas transmis, qui n'ont pas des complications. Donc il semble que ce virus n'est pas une menace très grave pour la grossesse, parce que sinon, même la grossesse naturelle serait contre-indiquée et les autorités ne recommandent pas ça. L'autre chose, c'est que il n'est pas, jusqu'à ce moment, il n'a pas été identifié un seul cas de transmission de la mère au bébé. C'est-à-dire une femme enceinte qui soit infectée par le COVID-19 n'aura en principe le risque de transmettre cette maladie à son enfant. Et donc, il y a un petit problème de transmission, voilà. Bon, ça c'est pas complètement exclu et donc, mais en même temps, il semble très peu probable que ça soit possible. Par rapport à votre question, je n'ai pas oublié. Oui, surtout, c'était aussi, je pensais, comment sont protégés les patients quand ils viennent, distance de sécurité, les masques, les gels, votre personnel. C'est dans ce cadre-là, vous savez que la France est en train de mettre en place des protocoles et des processus très, très stricts à ce niveau-là. Oui. Alors, tout d'abord, tout le monde devrait prendre des masques. Les masques sont plus pour protéger les autres que pour nous protéger à nous-mêmes. Ça est déjà éprouvé. Mais si tout le monde utilise les masques, tout le monde sera en principe protégé. Nous avons de l'alcool un peu partout dans la clinique. Avant d'entrer dans nos installations de la clinique, il y a une évaluation préalable. Donc, avant d'entrer dans la clinique, les personnes on vérifie s'ils ont du fièvre, on les donne des masques s'ils ne l'ont pas. Donc, il y a une distance de sécurité dans la salle d'attente. Les patientes, tous les cabinets médicaux, tous les points où les patientes passent sont effacés. Désinfectés tous les jours. Désinfectés. Plusieurs fois par jour.
Exactement. À chaque patiente, après chaque patiente, après chaque intervention, même la secrétaire du médecin, les chaises dans le cabinet, tout le cabinet est désinfecté avant que notre personne puisse entrer. Au niveau du laboratoire, par contre, toutes les mesures de précaution que nous utilisons par routine depuis des années, vous m'entendez? Par rapport au laboratoire, toutes les mesures de précaution que nous utilisons euh, tous les jours dans notre vie, dans notre activité laboratoriale, sont déjà très efficaces dans la prévention du COVID. Nous travaillons avec des masques depuis toujours, avec des comment Des dire, gants, des gants, des des gants. gants, Vous avec m'aidez un des peu avec gants, le français de temps en et, temps. Ouais. et exactement, avec des gants, on lave les mains beaucoup de fois avant d'entrer au laboratoire. Nous utilisons pour désinfecter le laboratoire des produits spécifiques qui peuvent être, qui peuvent désinfecter le laboratoire sans déranger les embryons et les ovocytes, etc. Et donc, toutes les cliniques de PMA du monde devront prendre ce type de mesures. Et vos salariés, bien sûr, on est sûr qu'ils n'ont pas été atteints ou qu'ils ne sont pas atteints par le virus. Je suppose qu'il y a des tests. Exactement. Si la question, c'est maintenant ici au Portugal, euh, selon les autorités, bon, et tout ça, c'est selon les indications des autorités sanitaires officielles. Ici au Portugal, nous sommes l'un des pays européens qui a fait plus de tests. Okay? Le nombre de tests par million d'habitants, je pense que nous sommes le premier ou le deuxième. Ouais. Et donc, ça, c'est très important pour isoler les personnes qui sont affectées. Malade, bien sûr. Malades. Et par rapport, par ailleurs, les tests immunitaires, nous attendons encore les tests ELISA. Il y a beaucoup de types de tests immunitaires et le problème, c'est que il y a certains types de tests immunitaires qui donnent beaucoup de faux négatifs, De faux négatifs. Ouais. ce qui est très dangereux. Et donc, nous préférons de travailler à chaque fois que quelqu'un a des symptômes, on fait le test PCR, le test le test plus Nasal, celui qui efficace. permet de savoir si on est infecté Exactement. ou pas. Voilà. Exactement. Et si, mais notre intention, c'est qu'à partir du moment où les tests immunitaires qui ont une spécificité et une sensibilité supérieure, Vous pourrez les ce faire. sont les tests ELISA, tout le monde, tous nos salariés le feront. En principe, ça sera début prochaine semaine. D'accord. Et les patients, vous allez les tester? C'est une obligation ou pas? Ou c'est une question? Non, D'accord. non, Donc, c'est... Allez-y, allez-y, Philippe, oui, désolé. donc on peut supposer à plus de 100 km, ça devrait être revu le 2 juin. À mon avis, je n'ai pas d'informations des ministères, mais j'imagine que la liberté de circulation dans l'Union européenne est garantie par le traité de Maastricht et tous les traités internationaux et que les frontières de l'Union ne devraient pas rester fermées longtemps parce que je pense que ça entraînera une catastrophe économique, d'autant plus, comme on vient de le dire, certains pays ont commencé à réouvrir leurs frontières. La Suisse, qui même si elle n'est pas dans l'Union, est liée à Schengen. Le Portugal est ouvert. La Tchéquie nous a informé que sous certaines conditions, il était possible désormais de se rendre en Tchéquie et les Tchèques ont le droit de voyager. Donc je pense que pour la France, on peut imaginer que les patients vont pouvoir revenir vers les cliniques, disons pour l'été, en juillet, sans doute peut-être avec des restrictions, mais en tout cas, septembre devrait voir un retour à la normale pour les voyages, au moins dans l'Union européenne, pas en dehors de l'Union. Et donc, je pense que les gens vont pouvoir à nouveau se rendre dans des pays comme le Portugal, la Tchéquie, l'Espagne, etc. Je pense que cette ouverture des frontières va provoquer, je l'imagine, un afflux de demandes vers les cliniques. D'autant plus que actuellement, tous les centres de PMA en France sont à l'arrêt, complètement à l'arrêt, et qu'il faudra sans doute
pas mal de temps pour résorber le retard. Et je pense encore plus particulièrement aux dons d'ovocytes, où déjà en France, les délais sont énormes, courant des fois sur plusieurs années. Je ne pense pas que ça va s'arranger avec la crise du Covid-19. Si les gens sont éventuellement intéressés pour un traitement à l'étranger, donc à l'été, voire à l'automne, qu'est-ce que vous conseillez? Vous conseillez de prendre déjà contact avec la clinique? Quelles sont les démarches? Combien de temps ça peut prendre? Bon, sans doute, ok. Et nous sommes en contact avec centaines de patientes qui ont décalé ces traitements et qui habitent soit en France, soit dans des autres pays qui ont été également affectés par le Covid. Ce que nous conseillons, nous avons deux types de situations. Si nous avons déjà le sperme de l'élément masculin, soit parce qu'il s'agit d'un double don, soit parce que le sperme a été congelé auparavant, nous pouvons avancer. C'est-à-dire, c'est mieux parce qu'en effet, notre prévision, c'est la même chose. Nous avons beaucoup de monde qui décale les traitements. Je suis un peu plus optimiste. Je pense que fin mai, début juin, on aura déjà des patientes qui pourront voyager. La France, je pense que ça sera le dernier pays à ouvrir ses frontières, ses aéroports pour les voyages internationaux. Mais ce que nous conseillons, c'est ça. Si nous avons déjà le sperme, on peut avancer avec la ponction de la donneuse, on peut créer les embryons et on peut congeler les embryons Mais pour ce n'est qu'ils pas la soient disponibles. majorité. La majorité des gens, c'est Exactement. globalement des nouveaux patients éventuellement intéressés. Ceux qui sont déjà en cours de traitement avec vous, je pense que vous les suivez en permanence. Moi, je pensais aux personnes qui nous regardent et qui pourraient être de nouveaux patients intéressés. Bon, Beaucoup pensent, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut commencer? Et non, rappelez-nous il un peu faut le processus. commencer. Non, il y a beaucoup de choses qui se peuvent faire dans l'immédiat. C'est-à-dire, c'est possible parce que et nous sommes en contact avec beaucoup de patientes françaises, même tous les jours. Même j'étais juste au téléphone avec une personne avant de cet appel. Donc, il y a des médecins qui sont déjà au travail pour faire les analyses obligatoires. Il y a des cas dont il est nécessaire soit de faire des examens obligatoires, des analyses obligatoires, et soit de commencer à prendre des médicaments pour préparer les traitements. Parce que parfois, seulement par des raisons biologiques autres que le Covid, rien à voir avec le Covid, c'est nécessaire de préparer le traitement soit avec des médicaments, soit avec des échographies, des IRM, ce genre de choses. Et donc, et surtout, je recommande toujours la prise de la pilule. Pourquoi? Parce que comme ça, on aura un contrôle logistique sur le procès. C'est-à-dire, à partir du moment où les voyages seront possibles, c'est pas les patients ne se déplaceront pas le jour suivant. C'est-à-dire, il faut trouver un voyage, il faut préparer sa vie, son activité professionnelle, personnelle, etc., pour tout préparer. On sait que par des raisons biologiques, il faut attendre environ 20-21 jours dans les cas de traitement avec don d'ovocytes. Donc, dans ce cas, si la patiente est déjà sous la pilule, elle peut commencer immédiatement ou elle peut commencer à organiser son traitement en fonction de la date de son voyage. Parce que si la patiente n'est pas sur la pilule, il faut attendre les règles et en fonction des règles, faire la programmation du traitement. Donc, c'est juste, par cette raison, je pense qu'il faut avoir tout préparé au niveau des tests obligatoires, au niveau des médicaments, au niveau des prises de Ce qui sang. veut dire que l'ensemble du processus prend quand même un certain temps, parce que là, on parle du traitement médical, mais je suppose qu'avant,
il faut prendre contact avec la clinique, il y a sans doute des coordinatrices, il faut échanger, il y a sans doute des contrats, des problèmes de choix de donneuses, des obligations légales. Enfin, l'ensemble du processus prend combien de temps et vous pouvez un petit peu le décrire en quelques mots pour que les gens sachent combien de temps à l'avance, parce que comme vous dites, c'est pas le jour où on va rouvrir les frontières qui vont se précipiter dans les avions, qui vont avoir de la place et que vous aurez de la place. Exactement, non. Et surtout, et j'ai oublié de dire une chose, il faut aussi garder la donneuse parce que basé dans les caractéristiques physiques de chaque personne, Trouver la donneuse, c'est ça. trouver la donneuse adéquate pour la bonne personne. Exactement. Et assurer que la donneuse est disponible pour faire le traitement dans les dates prévues. Bon, combien de temps? Habituellement, par des raisons biologiques, rien à voir avec la COVID, avec le Covid, on parle de 1 mois et demi, 2 mois. Simplement pour attendre les règles, faire les tests nécessaires, créer les embryons. Nous recommandons beaucoup de fois le traitement de voyage parce qu'il y a deux possibilités. Soit que le mari se déplace pour laisser un échantillon de son sperme congelé, soit, et comme ça, on fera la ponction de la donneuse, nous avons moins d'incertitude parce que si la donneuse n'est pas disponible par quelque raison, si la donneuse se trompe avec les médicaments, si elle nous donne un nombre suffisant d'ovocytes de bonne qualité, on a encore le temps de recourir à une nouvelle donneuse. C'est une sorte de sécurité de le faire en 2 voyages, mais ça impose un coût de voyage supplémentaire. Exactement. Le deuxième voyage pourra être fait directement pour le transfert embryonnaire. L'alternative, et je pense que après le confinement, ça va être l'alternative préférentielle, serait que les patientes viennent et se préparent pour passer une semaine sur place. Une semaine, ce qui est d'ailleurs prévu, on en parlera peut-être dans les forfaits que vous proposez. Mais si on dit qu'il faut 2 mois pour la partie, disons, purement médicale, pour la partie, disons, administrative, contact avec la clinique, je suppose que vous demandez à avoir des examens pour qu'ils soient examinés par les médecins. Ensuite, il y a le choix de la donneuse, effectivement, la signature du contrat. Il faut rajouter combien de temps supplémentaire? 1 mois, 2 mois? Non, sincèrement, Philippe, 1 mois et demi à 2 mois au total. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui nous contacte aujourd'hui, c'est le 30 avril, le traitement serait en principe possible fin juin, début juillet. Okay? À condition que les frontières soient ouvertes. Exactement, c'est ça. Sinon, vous risquez d'avoir beaucoup d'appels. Non, c'est ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que même, voilà, maintenant, l'11 mai, on sait que ça va pas être ouvert dans les médias. Mais je pense que d'ici à juillet, peut-être que les choses changent, peut-être que les voyages sont possibles, même à partir de la Suisse, du Luxembourg, de l'Allemagne, enfin des pays à côté de la France. Parce que peut-être qu'ils vont rouvrir. Il y a aussi le cas où les frontières vont être réouvertes, mais où les compagnies aériennes ne vont pas mettre des vols en place tout de suite, ou très peu de vols, et il y aura très peu de possibilités d'avoir des billets, parce qu'on sait aussi qu'il existe une très grande communauté portugaise en France qui veut bien sûr aussi retourner au Portugal l'été. Donc certains seront peut-être obligés d'aller en voiture. Oui, exactement. Et comme je vous disais, même pendant le mois de mars et le mois d'avril, nous avons des patientes qui sont déplacées en voiture avec une attestation de notre clinique. Docteur, je vois une question qui est intéressante qui s'affiche. On peut déjà anticiper sur les examens en France et les prises de sang. J'imagine que oui, vous envoyez la liste des examens. On va répondre à Valérie, si vous voulez bien. Oui, Valérie, nous envoyons toujours aux patients la liste d'examens nécessaires. Vous pouvez contacter avec votre médecin traitant, il va vous aider dans ce procès. Vous pouvez le faire en France, ça sera gratuit. Et donc, vous pouvez l'avoir tout préparé pour qu'à partir du moment où les frontières sont ouvertes, vous pouvez démarrer votre traitement. Voilà, donc on va pouvoir reprendre. Quand une question apparaît, je vous arrête. Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de ces lives. Donc, disons 2 mois.
comme va y avoir sans doute beaucoup de monde dès que les frontières vont se rouvrir, il est peut-être utile pour les gens qui seraient intéressés de prévoir assez tôt, non, les rendez-vous, parce que, admettons qu'on puisse voyager en juillet, vous n'allez pas pouvoir absorber des centaines de patients en juillet, d'autant plus que moi je connais votre clinique, hein, vous êtes partenaire avec nous depuis de nombreuses années, c'est pas une usine à bébé, ça reste, j'allais dire, à taille humaine et artisanale. Vous n'allez pas traiter 300 patients ou 400 dans la semaine, vous n'avez pas cette capacité-là. Non, Et c'est grâce à ça aussi peut-être que vous avez de très bons résultats, c'est qu'il y a vraiment un traitement très très humain, quoi, mais très personnalisé. non, merci. Bon, vous voyez, Philippe, ici, nous avons un Oui. commentaire de Gâté Plante qui dit on est allé au Portugal en voiture, sachant qu'on connaît tous les deux les Français. Ils ont fait le traitement chez Donc ils nous y sont fin arrivés. mars. Oui, exactement. Donc, c'est un peu pour confirmer ça. Alors, Vous voyez, notre question, y aura-t-il priorité dans les patientes en fonction de leur âge? Il y a des gens qui posent la question, j'ai commencé, si je fais les examens maintenant, est-ce que c'est trop tôt? Vous voyez, il y a beaucoup est-ce qu'on risque d'être mis en quarantaine en arrivant au Portugal? Oh là, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, bon, je laisse pour répondre dans répondre, l'ordre. je commence par Laetitia. Jusqu'à ce moment, non. Et en fait, les frontières sont ouvertes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des avions qui atterrissent au Portugal depuis l'Allemagne, depuis les Pays-Bas, depuis l'Angleterre, et il n'existe pas une obligation de quarantaine. Bien sûr, nous avons vu que parfois ce type de choses change d'un jour à l'autre, mais jusqu'à ce moment, non. Et je pense que la tendance, c'est pour enlever ce type de mesures et pas pour aggraver. L'autre chose, c'est il y a une question de Karen qui demande s'il y aura une priorité pour les patientes en fonction de leur âge. Bien sûr. Alors, tout d'abord, je ne pense pas avoir des listes d'attente. Je vous donne un exemple. À cause du confinement, nous avons, au début mai, nous avons 145 donneuses qui sont prêtes à commencer, qui ont tous les tests au jour, qui sont d'accord pour commencer à partir du moment où les patientes... Ça permet de recevoir 145 patients. Je dis bien parce que c'est bien chez vous, une c'est donneuse, une receveuse. Il n'y a pas de partage de recettes. Exactement. Et donc, habituellement, nous n'avons 145 patientes par mois. Loin de ça. OK? Et donc, Oui, vous ne traitez pas 145 patients par mois. non, Non, non. on est d'accord. Nous avons environ 40 cycles de dons d'ovocytes par mois. C'est l'habituel. OK? Et nous avons aussi la possibilité d'appeler d'autres donneuses. OK? Les 145 sont celles qui avaient déjà confirmé sa disponibilité. Base de données est beaucoup plus importante de donneuses. Vous m'aviez dit autour de 500 ou 600. Donc, non, nous avons plus de 2000 donneuses au total. Mon Dieu, OK. Oui. Donc, vous avez une grande Elles ne sont pas toutes disponibles tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bon. Que vous parliez de 2000 donneuses, c'est aussi une question importante parce qu'on nous la pose souvent de tout type ethnique, parce que vous savez que la France est un pays multiculturel, donc on a des types ethniques très différents et beaucoup de cliniques n'ont que des types caucasiens. Vous avez tous les types ethniques. Oui. Pas les Esquimaux, je pense, oui. Non, pas les Esquimaux. Mais nous avons tous les types ethniques. Jusqu'à ce moment, nous sommes aux limites pour les donneuses d'origine asiatique. Okay? C'est le seul groupe ethnique pour lequel on n'a pas beaucoup de donneuses, mais pour le reste, nous n'avons pas de difficultés. Donc, seulement pour éclaircir, je pense qu'on n'aura pas de liste d'attente et pas de difficultés. Bien sûr, donc pour tout le monde, on essaiera de le faire aussitôt que possible et en fonction de la disponibilité de date et de ce qui est justifié en termes
médicaux. Donc, par cette raison, je ne prévois pas des difficultés à ce niveau. Il y a une question d'Anne-Laure qui demande, j'ai pensé démarrer mon traitement fin mai, c'est trop tôt selon vous? C'est pas trop tôt. Ma question, c'est les voyages. Je pense qu'en voiture, avec une attestation de notre clinique, ça sera possible. Ok, je n'ai pas, comme il y a quelqu'un qui a dit ici, ça a déjà été fait Ça fonctionne une fois, donc exactement, plusieurs fois, pas seulement une fois. Donc, je pensais que c'était des gens d'origine portugaise, mais apparemment, les deux sont français. Donc, en voiture, je pense que ça serait possible. Par avion, j'ai des doutes. Mais la traversée de l'Espagne, il faut que les personnes se renseignent aussi sur la possibilité de traverser l'Espagne sans document particulier, hein, bien sûr. Il faut prendre des informations. Oui. Oui, parce que nous avons aussi des patientes espagnoles qui se déplacent vers le Portugal et pour ça, il faut avoir une attestation de notre part autorisant en expliquant que c'est un traitement médical et qui se passera entre le jour X et le jour X et donc c'est comme ça. En parlant tout à l'heure de priorité, est-ce que les personnes qui réservent un traitement, je ne sais pas, maintenant, dans les semaines à venir, seront prioritaires au moment du déconfinement, enfin au moment où les gens vont pouvoir voyager par rapport à celles qui s'y prendront au moment où elles pourront seulement voyager? Bien sûr, et c'est pour ça que nous parlons beaucoup de fois de la réserve des données, parce que si nous avons la possibilité de réserver une donneuse, cette donneuse sera enlevée de la liste de données disponible et cette donneuse sera quelqu'un qui aurait déjà confirmé sa disponibilité pour faire le traitement pour ce couple, pour cette femme, quel que soit. Et comme ça, c'est un traitement qui pourra commencer à partir du moment où la receveuse est préparée. En fonction des dates de la receveuse, soit en deux voyages, soit dans un seul voyage, c'est une question à voir. Et donc, c'est pour ça que je conseille tout le monde à réserver des données parce que ça nous permet d'un côté de nous organiser, même avec les données, parce que les données, elles demandent aussi quand est-ce que je ferai le procès parce que sa propre vie, beaucoup de nos données études à l'université est fermée, elles se déplaceront à Coimbra seul exprès pour faire le don. Donc, il y a des sujets logistiques aussi du côté de la donneuse, mais et donc c'est par cette raison que c'est plus facile à organiser si nous avons les choses déjà prévues. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui prend la décision le jour du déconfinement, on trouvera une solution, bien sûr. Mais ça sera peut-être moins facile, sachant que vous traitez 40 personnes par mois et pas 4000. Oui, c'est l'habituel, exactement. Maintenant, nous sommes dans une époque spéciale. Vous pouvez augmenter un peu vos capacités en cas de besoin. Juste un petit point technique, il y a des personnes qui ont une connexion qui fait qu'elles ne peuvent pas bien suivre parce que ça coupe. Et elles me demandent s'ils pourront revoir le live après, éventuellement. Moi, je ne suis pas spécialiste d'Instagram. Est-ce que oui, après, on peut le revoir? Et est-ce qu'on peut éventuellement le capter et le diffuser sur Facebook ou sur d'autres supports? Oui, Philippe, si vous le partagez dans les histoires de la page des Cigognes de l'Espoir, entre-temps, nous avons un département informatique qui va vous aider et on peut enregistrer le vidéo et on vous envoie pour que vous le pouvez diffuser je vois chez les membres. Qui veulent le revoir. C'est vrai que c'est pas toujours facile de suivre sur un téléphone portable et puis effectivement, il y a des moments où la connexion est un peu courte. Quelques mots peut-être sur les conditions de la loi portugaise. Par exemple, on sait que c'est un petit peu différent de la France. Est-ce que vous acceptez les femmes seules, les couples de femmes, le droit d'accès aux origines? C'est les principales différences. Oui. Exactement. La différence du Portugal face aux autres
destination de la PMA, c'est que ici les donneurs ne sont pas anonymes dans le sens où l'enfant a le droit d'accès aux origines. C'est-à-dire, les donneurs sont anonymes, mais à partir des 18 ans, l'enfant né d'une PMA avec don d'ovocytes ou don de sperme et ou don de sperme, parce que le double don est aussi autorisé ici, ont le droit d'accès aux origines. Ça est une garantie de l'État portugais. Ça signifie que même si une clinique ferme, l'accès aux origines sera toujours garanti pendant 75 ans. Et en même temps, les donneurs et les donneuses n'ont aucun droit concernant l'enfant et ils n'auront aucun droit par rapport à l'enlèvement de l'anonymat. C'est-à-dire, les donneuses ne savent pas si ce sont dons à donner liés à une grossesse ou pas. Et donc, il n'y a que l'enfant qui pourra contacter. Elle, dans l'autre sens, il n'y a pas droit, c'est ça. Exactement. Et même si à 18 ans, l'enfant n'est pas intéressé de savoir cette information, il peut changer d'avis à l'âge de 30, 40, 50 ans. C'est sans doute une partie de ce qui sera peut-être adopté par la nouvelle loi française si elle voit le jour, parce que évidemment c'est un peu chamboulé. Par contre, c'est tout à fait conforme actuellement aux critères éthiques français, parce que on a eu des demandes de remboursement sécurité sociale, vous savez, partielles. On a aidé les gens et la Sécu avait au début dit ah oui mais c'est pas anonyme, et quand on leur a amené les explications données par le gouvernement portugais, enfin votre, je sais pas comment on peut dire, les services de reproduction médicale assistée au Portugal, ils ont effectivement reconnu que c'était anonyme et c'était que l'enfant qui avait droit d'accès aux origines, donc ça reste bien un don anonyme. Donc à ce niveau-là, les personnes qui ont demandé le remboursement ont pu obtenir, on parle bien d'un remboursement partiel, ont pu obtenir ce remboursement partiel de la sécurité sociale. Vous avez vu qu'il y a le taux, on vous demande les taux de réussite pour les FIV ICSI. Alors je ne sais pas si c'est FIV avec don ou sans don, mais je vous laisse donner les réponses du taux de réussite avec don et sans don, bien sûr. Pour les FIV sans don, ça dépend beaucoup de l'âge féminin. Donc, de l'âge féminin. Donc, jusqu'à 35 ans, on parle de 50%. 35 à 39 ans, ça dépend d'un peu, mais on parle toujours de 30%, ça descend dans ce groupe d'âge. À partir des 40 ans, 20, 15, 10, rien. Il semble déjà beaucoup, hein, parce qu'en France, on est à 40 ans à 5%. Hein. D'ailleurs, globalement, nous, à l'association, on déconseille les FIV classiques au-delà de 40 ans, parce qu'avec des taux à 5%, la stimulation ovarienne, les gens font de multiples essais. D'abord, c'est pas bon pour la santé de le faire trop de fois. Ensuite, il y a des coûts. Donc, évidemment, c'est pas conseillé. On leur conseille dans ce cas-là de recourir aux dons. Et donc, pour la FIV avec don, je sais que c'est autour de 70%. Vous allez nous le confirmer, non? Oui. Il faut tout d'abord penser à ça. Bon, tout d'abord, parce qu'Aurélie demande aussi l'âge, par rapport à l'âge de la réciveuse. Les taux de réussite avec don d'ovocytes sont les mêmes pour toute femme jusqu'à l'âge de 50 ans. Il n'y a pas de variation, sauf s'il y a des facteurs masculins ou des problèmes au niveau utérin. Admettant que s'il n'existe pas, les taux seront stables. La biologie humaine ne donne que 60 à 70%. C'est l'habituel. Il n'est pas biologiquement possible d'aller plus loin. Si on voit les enregistrements officiels des sociétés américaines, européennes, etc., nous sommes toujours environ 60 et 70%. Bien sûr, c'est possible d'isoler des groupes, d'identifier des groupes de patientes dont le pronostic est à 80%, mais aussi il y a des groupes de patients qui ont un prognostic de 20%, 10%. Nous avons fait une étude avec vous, Philippe, avec les Cigognes de l'Espoir, il y a quelques années, dont nous avons obtenu 71%, sauf erreur.
c'est normal. Je pense que c'est un peu supérieur à ce que la nature nous donne, mais ça peut arriver. Mais je pense qu'il faut compter avec la biologie. Et la biologie nous donne 60 à 70. C'est un peu variable, mais et surtout si on pense dans le pourcentage accumulé après, disons, 3 transferts embryonnaires, si on a par exemple 3 blastocytes. Oui, si on a vous voulez dire si les personnes ont des embryons congelés, il faut expliquer. C'est-à-dire que si elles ont des embryons congelés, si ça ne marche pas la première fois, on fait une implantation d'embryons congelés. Et sur j'allais dire deux transferts, on arrive facilement, je pense, à 70%. Enfin, c'est ce que m'avaient donné comme chiffre vos coordinatrices. Oui, avec 3 transferts, on arrive même à 90%. OK? 90%, c'est De énorme. taux accumulés. OK? Après le transfert de Accumulé avec 3 trois transferts, blastocytes. on est à 90. Mais ça ne veut bien sûr pas dire qu'il faut faire 3 fois le traitement. On le fait en général une seule fois. On obtient des embryons, un certain nombre d'embryons. On espère en avoir dans ce cas-là suffisamment. Vous en implantez 1 ou 2 à la première tentative. Les autres sont congelés et donc sont réutilisés pour les tentatives suivantes. Rassure ça parce qu'il faut savoir que ces traitements ont quand même un coût et que faire 3 fois le traitement complet est un prix assez important. Il y a quelqu'un qui pose une Oui, question en disant est-ce qu'on peut faire les examens en France et échographie en France? Bien bien sûr. sûr, hein. Bien sûr, vous pouvez vous les faire prescrire soit par votre médecin gynécologue habituel. Vous pouvez aussi vous les faire prescrire par la clinique Ferticentro. Alors, il faut savoir que toute ordonnance émise dans l'Union européenne doit être exécutée dans les autres pays de l'Union. C'est aussi un problème qu'on a eu avec des patients à qui on a expliqué, à condition que l'ordonnance soit rédigée en français. Par contre, c'est un peu plus compliqué au niveau des remboursements. Mais par contre, on ne peut pas vous refuser de l'exécuter. OK. Très bien. Et par ailleurs, même hier, j'étais en contact avec des médecins français qui collaborent avec nous dans l'organisation des traitements de ces patientes qui sont déjà au travail et qui ont et qui sont disponibles pour faire des échographies, des prises de sang, etc., et qui nous aident à préparer les traitements. Nous avons beaucoup de traitements qui sont déjà en cours en France à ce moment, lorsque nous parlons, des patientes qui sont en préparation pour que, immédiatement après l'enlèvement du confinement, on puisse avancer. 70%, c'est le taux de grossesse ou le taux de naissance, nous demande Calatal 44. Bon, la différence entre le taux de grossesse ou le taux de naissance, c'est le taux de fausse couche. Okay? Le taux de fausse couche est une chose qui dépend beaucoup des conditions obstétriques pour avoir une grossesse. Habituellement, on parle d'un taux de fausse couche qui sera aux alentours de 8%. OK, pas 8% c'est-à-dire pas 62, on ne passe pas, mais 8% de 70, ça va être aux alentours de 6%, Ça 6 dépend points de l'âge, percentuels. ça peut dépendre de l'âge, forcément de la façon dont on vit aussi. Si on fait du cheval tous les jours, j'imagine que c'est pas très bon. Oui. J'imagine aussi que ça dépend un peu de l'âge. Il y avait une question avant qui demande sur la durée de séjour au Portugal. Vous voyez la question? Moi, j'ai du mal à lire les questions, Vladimir. Oui, non, c'est Karen qui demande de rester plusieurs jours au Portugal pour optimiser les chances de réussite au retour en France. Nous avons des personnes qui rentrent en France le même jour du transfert embryonnaire et nous avons des personnes qui restent ici quelques jours. Normalement, toutes les études qui ont été faites jusqu'à ce moment concernant le taux de réussite entre les patientes qui font du repos après le transfert embryonnaire, faire une comparaison avec celles qui ne font pas du repos,
n'ont pas démontré des différences statistiquement significatives. Donc, le conseil que nous donnons, c'est toujours de faire une vie saine, d'éviter des efforts physiques significatifs Tabac, et alcool, à éviter. euh, exactement. Et surtout d'éviter de se comporter comme si quelqu'un était déjà enceinte. OK? Donc, c'est pas obligatoire de rester ici un certain nombre de jours. Il faut surtout faire les choses d'une façon tranquille, calme, évitant des efforts physiques significatifs, mais c'est pas obligatoire de rester au lit. Non, Voilà. bien sûr, bien sûr. Il faut se comporter normalement et avoir une vie saine. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure, on a parlé du droit d'accès aux origines, mais femmes seules, couple de femmes, Ah, c'est oui. important aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires qui avaient l'espoir de pouvoir bénéficier de la PMA en France très rapidement. Et là, la nouvelle loi est pour l'instant renvoyée à une certaine date, on ne sait pas quand. Oui, ici au Portugal, cette loi existe depuis 2016 et donc nous avons soit les couples de femmes, soit bon pour les couples de femmes, bon pour les femmes célibataires, l'accès est autorisé, soit au don d'ovocytes, dans ce cas le double don, soit au don de sperme, tout est autorisé exactement de la même manière que pour les couples hétérosexuels classiques. Pour les couples de femmes, c'est exactement la même chose, mais il y a une autre possibilité, c'est la maternité partagée. Et ici, une femme peut tomber enceinte avec les ovocytes de sa compagnonne. C'est la méthode repas ou Repas, ce qu'on appelle repas. maternité partagée, exactement. La différence entre le Portugal et par exemple l'Espagne, dont ce traitement est aussi autorisé, c'est que ici, il n'est pas obligatoire que les deux femmes soient mariées. Le mariage n'est pas obligatoire. Et ici, nous avons un consentement informé officiel dédié à ce type de traitement. Je suis désolé. Qui donne aux deux personnes exactement les mêmes droits sur les embryons. C'est-à-dire, en cas de divorce ou de séparation du couple, indépendamment de qui donne les ovocytes ou qui porte la grossesse, les deux personnes ont exactement les mêmes droits sur les embryons. Mais sur les embryons seulement, parce que bien évidemment, une fois l'enfant né, il dépend de la loi du pays où de il est la né. Il faut loi, le rappeler. exactement. Parce qu'on nous a Exactement. aussi posé la question, et donc je suis obligé de le rappeler parce qu'ils pensent que dans ce cas-là, ils ont les mêmes droits sur les enfants. Non, bien sûr. C'est ensuite la loi de chaque pays dans lequel les personnes Oui. résident. Oui. Exactement, c'est ça. Donc, en bref, j'allais dire quelque chose plus. J'ai évidemment forcément une question que les gens se posent. Ça n'est pas gratuit, hein, bien sûr. Il y a un prix pour ces traitements. Bien sûr, l'association a négocié pour ses membres des tarifs préférentiels. Nous avons même mis en place pour eux, avec vous, des forfaits tout compris. Pour donner globalement un prix, donc pour les membres de l'association, cela revient à un peu plus de 5 000 et quelques euros, je crois, 5 000, vous le savez peut-être, je ne le sais pas par cœur, 5 300, 5 400, qui comprend bien sûr le traitement et le séjour sur place pendant une semaine. Et bien sûr, les médicaments de la donneuse, c'est-à-dire qu'il y a pas de supplément à prévoir à part le voyage et peut-être certains mini-traitements en supplément comme l'embryoscope, etc. Mais globalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est autour de 5 000 euros pour les membres de l'association. Et ça leur amène une réduction de 700 ou 800 euros, quelque chose comme ça. Vous confirmez bien tout ça? Oui, oui, et pas seulement ça, parce que, c'est-à-dire, bien sûr, les tarifs sont beaucoup réduits pour les membres de l'association. Je peux vous dire, nous avons beaucoup d'autres protocoles un peu partout le monde, et le protocole avec les cigognes de l'espoir, à mon avis, c'est le meilleur protocole que nous avons, le meilleur pour les patientes. Exactement. Mais aussi pour... Mais n'oubliez pas qu'on vous envoie quand même beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, oui, je le sais. Non, et aussi une autre chose, c'est les garanties associées. Parce que c'est très important aussi de dire, de rassurer les patientes que dans ce protocole, nous garantissons un minimum de 6 ovocytes disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas Oui, où la précisez bien donneuse... ovocyte parce que les gens, des fois, entendent embryon. Ça n'est pas la même chose. euh, C'est ovocyte. Oui, mais nous avons aussi des garanties d'embryon. Donc, par rapport aux ovocytes, 6 ovocytes minimum, ça signifie que si la donneuse n'a pas 6 ovocytes, les couples auront le droit à une autre tentative sans coût additionnel. OK? D'accord. Ça, c'est une garantie de notre clinique. L'autre chose, c'est que si nous avons un double don, minimum de 2 blastocystes garantis. La même chose, si nous n'avons pas les 2 blastocystes, le couple ou la femme seule aura le droit à une nouvelle tentative sans coût additionnel. Si pour un traitement avec don d'ovocytes et le sperme du conjoint, en principe, la garantie de 2 blastocystes s'applique aussi, sauf s'il y a un facteur masculin Et très oui, parce qu'il y a clair. le problème des facteurs masculins, c'est Mm, du sperme masculin qui est parfois, qui joue, bien mm, sûr. Il ne faut pas oublier qu'on est deux. Quand on fait un mm, enfant, c'est les deux gamètes qui se rencontrent. Exactement. Donc, et ça, c'est toujours garanti. Donc, nous assurons aussi 2 embryons. Normalement, la garantie, c'est de 2 embryons AJ3. Habituellement, même si par quelque raison, les personnes qui ont fait les traitements chez nous le savent, si par quelque raison nous n'avons pas un nombre d'embryons de bonne qualité qui soit compatible avec ce qui est normal, on donne une autre possibilité aux patientes et ça, c'est toujours assuré par notre D'accord. clinique. Je viens de voir des questions passer. Je vous laisse les lire parce que sur mon écran, elles passent à toute vitesse et je ne peux pas continuer à les lire. Donc, vous devez avoir un écran que vous avez Ok. configuré autrement. Oui, très bien. Il y a une personne ici qui demande, est-ce que vous maintenez la durée de validité des documents que vous exigez? Parce que c'est Ah, petit problème technique. Ouais. des appels qui entrent. Exactement. Non, quelqu'un demande, est-ce que vous maintenez la durée de validité des documents que vous exigez avant de démarrer les procès? Bon, c'est la loi. La loi portugaise dit que les analyses obligatoires sont valables pendant 12 mois. Pour les documents d'identification des patientes, il faut qu'ils existent. Nous ne sommes pas, c'est pas obligatoire qu'on garde une copie. Il faut simplement une attestation de la part de notre clinique qui va confirmer que cette personne correspond, identifiée dans une carte d'identité, dans un passeport, correspond à la personne qui est devant elle, c'est-à-dire c'est pour si une femme et un homme arrivent à la clinique, il faut confirmer que c'est Monsieur Roussel ou Monsieur Voilà. Silva devant une pièce d'identité. Donc on ne garde pas. C'est normal de prouver son Oui, identité lorsqu'on arrive quelque part exactement. pour un traitement ou pour quelque chose Mhm. d'important. Même en France, dans n'importe quel hôpital, on va vous demander une pièce d'identité. C'est obligatoire. Exactement, c'est ça. Docteur, votre clinique, pourquoi clinique francophone Ferti-Centraux? Pourquoi francophone? Bon, nous avons une liaison très longue et très forte au monde francophone. Tout d'abord, parce que nous avons une très importante communauté portugaise qui habite en France. Nous avons 18 personnes qui parlent couramment le français, entre médecins, infirmières, secrétaires, même les chauffeurs qui cherchent les personnes à l'aéroport. Tout le monde parle français et donc tous les documents. Docteur, ça affiche qu'il reste 1 minute 50, c'est normal? C'est normal. L'Instagram ne permet qu'une heure de D'accord, je ne savais pas, transmission. je vous pose la question. Alors très rapidement, peut-être vous retrouverez toutes les informations
bien sûr, sur le site de la clinique ferticentro.fr, ferticentro.fr, et sur le site des cigognes, www.lescigognesdelespoir.com. Bien sûr, vous pouvez nous contacter par email, et si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit message et nous referons un live si nécessaire. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas bénéficié d'hôtel, mais il n'avait peut-être pas choisi le forfait avec l'hôtel. Il y a aussi des gens qui prennent un forfait uniquement Oui, de soins, bien sûr. exactement. Donc, n'hésitez Il y a les pas, différents forfaits. bien sûr, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Si vous avez envie d'un nouveau live, on le refera, bien sûr, hein, docteur Vladimiro, pour répondre à toutes vos questions. Bon, Merci à enchanté. tous et Merci n'hésitez Philippe. pas à nous Et, contacter. Et donc, on et vous dit à très bientôt. Docteur, il vous reste à 40 secondes. Bon, merci Philippe, c'était un plaisir d'être ici. N'oubliez pas de sélectionner l'option enregistrer ce live à la fin, Oui, partager dans votre histoire et ensuite nous vous aiderons à que ça soit disponible pour voilà. les autres personnes. Oui, on le diffusera sur nos autres réseaux sociaux si vous pouvez nous le capter et nous le donner. Donc, merci à tous et au Mais, revoir. au revoir, merci, enchanté.